Madame, monsieur,
Mesdames, messieurs, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'on m'entend? Pas du tout. On t'entend. Alors bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez tous. Nous avons notre animateur préféré qui est en train de se connecter, donc on va pas tarder, donc on va démarrer et j'ai le plaisir de lancer notre premier webinar avec nos office managers, donc le premier club des office managers. Donc voilà, que je vais vous présenter, pas à la même hauteur que notre Lionel national, mais le temps qu'il se connecte, on va démarrer. Alors, donc tout de suite, donc il va y avoir le Oh My News, donc c'est le lancement du club des office managers qu'on appelle le club OM. Ensuite, le Oh My Tips, quels sont les enjeux des office managers face à la crise sanitaire et puis toute la logistique et puis tout ce que nous vivons dans nos entreprises. Et puis, Oh My Job, comment capitaliser pour mieux démontrer la valeur ajoutée d'un office manager, ce qui a été également le cas pour les DET de l'ARCEG depuis 45 ans. Alors, sans trop tarder, donc je vais présenter Muriel Franck, qui est Office Manager Mattel. Si tu peux te présenter, Muriel. Oui, bonjour à tous. Merci Latifa. Donc, je suis Muriel. Je travaille chez Mattel depuis une vingtaine d'années et j'ai la responsabilité du poste d'Office Manager depuis 10 ans maintenant. Et c'est à peu près à la même période aussi que j'ai adhéré à l'ARCEG parce que j'y trouvais beaucoup de contenu intéressant et bien que n'étant pas DET, mais OM, on avait beaucoup de similitudes et cela a beaucoup d'intérêt pour nous en tant qu'Office Manager d'être auprès de l'ARCEG. Merci Muriel. Et Olivier Schaff, Office et Happiness Manager de Good. Olivier, quelques mots te concernant? Olivier?
si je désactive pas le micro, ça va pas le faire. Office Manager de Good, Office Manager et Happiness Manager depuis 5 ans environ, pour différentes sociétés. Je suis actuellement chez Good, un organisme de formation en agilité, et très heureux de faire partie de cette conférence et de rejoindre l'ARSEG, qui, voilà, comme tu le disais, Latifa, et dans les office managers et les directeurs d'environnement de travail font les mêmes métiers, ont les mêmes objectifs. Donc, on nage tous dans le même sens. Absolument. Merci Olivier. Et je me présente, donc Latifa Akou. Donc, je suis directeur de l'environnement de travail dans le groupe Ipsen, qui est un groupe biopharmaceutique. Et je suis également secrétaire générale. Et pour quelques secondes ou minutes, animatrice de ce club. Et si vous m'entendez-vous? Oui, on t'entend, 5 sur 5. À toi, eh bien, voilà, les aléas du direct, c'est donc à moi de me présenter, alors que c'était l'inverse. Mais c'est normal, tout va bien. Voilà, j'étais en train de vous dire, madame, monsieur, cher adhérent de l'ARSEG ou futur adhérent de l'ARSEG, que j'étais ravi de vous accueillir à ce tout nouveau webinar, ce lancement, en fait, du tout nouveau club Office Manager de l'ARSEG. Allez, je me présente rapidement du coup. Je suis Lionel Cotin, j'ai été pendant 12 ans le délégué général adjoint puis délégué général de l'ARSEG, et je suis depuis 8 ans à mon compte animateur conférencier. J'interviens sur tous les sujets liés à l'environnement de travail, qu'il s'agisse d'évolution des modes de travail ou des espaces de travail, qu'il s'agisse évidemment de tout ce qui est affaires immobilières, services aux collaborateurs, bien-être en entreprise, et ou encore les achats hors production, etc. Enfin, tout sujet que vous connaissez, vous, Office Manager, très bien. C'était donc normal d'enfin créer ce club Office Manager au sein de l'ARSEG et de rejoindre cet écosystème. Alors, de quoi donc allons-nous parler pendant l'heure et quart que nous allons passer ensemble? Vous l'avez vu rapidement, une session qui est organisée sous forme de séquences, 3 séquences. D'abord, on va s'intéresser à pourquoi ce club Office Manager au sein de l'ARSEG. Est-ce qu'il en existe d'autres? Voilà, quelles sont les forces d'un réseau. My Tips, hein, à chaque fois, on abordera là plutôt des éléments liés à la pratique du métier et bien sûr, crise sanitaire oblige, on abordera votre actualité d'Office Manager dans cette période compliquée. Et puis, My Job, là, on parlera plus profession, hein, et évolution de la profession. Et pour cette première session, on a choisi évidemment de parler de la valeur ajoutée des Office Managers et de comment mieux la reconnaître. Donc, je suis ravi de vous accueillir, Muriel, Franck et Latifa, vous vous êtes présentés, c'est parfait, et c'est parti donc pour la première session du club Office Manager de l'ARSEG. Alors, pourquoi un club Office Manager de l'ARSEG? Pardon, c'est moi qui fais des fausses mails. Alors, d'où vient cette idée? Peut-être, Latifa, un petit mot, j'ai oublié, je ne sais pas si tu l'as dit. Tu es également donc secrétaire général de l'ARSEG, donc tu fais partie du bureau du comité exécutif de l'ARSEG depuis de nombreuses années. Et puis, tu es aussi à l'origine de la création du premier club au sein de l'ARSEG qui était le club immobilier. Alors, pourquoi un club Office Manager au sein de l'ARSEG? Je pense que, et c'est une évidence, les office managers exercent exactement la même profession que les directeurs de l'environnement de travail sur des entreprises de taille différente et de petite taille. Donc, nous faisons le même métier. Et je suis ravie d'accueillir les office managers, et nous sommes tous ravis d'accueillir les office managers au sein de l'ARSEG, parce que ce sont aussi nos confrères et nos collègues. Donc, bienvenue à nos office managers. Muriel, qu'est-ce que tu attends d'un club Office Manager? Mais écoute, c'est simple, Lionel. En fait, je pense qu'on a beaucoup de points en commun. Les périmètres de nos métiers au sein de nos entreprises, qui sont souvent des PME, peuvent être divers et variés, complètement adaptés aux besoins de l'entité pour laquelle on travaille. Mais on a tellement de sujets en commun que c'est important de pouvoir les partager et puis de les évoquer ensemble et de se retrouver.
Mhm. Olivier, un club office manager au sein de l'ARSEG, voilà, ça te surprend pas? Non, c'est très bien parce que beaucoup d'office managers sont assez jeunes, enfin, de manière un peu générale, c'est un jeune métier. Et de rejoindre des directeurs d'environnement de travail qui ont peut-être plus d'expérience, qui ont plus de background, ça peut justement aussi nous enrichir dans notre métier, dans nos missions, d'échanger, de partager. Souvent, c'est un métier où il n'y a qu'un seul office manager dans une société, donc on est voilà, on a bien sûr nos collègues autour de nous, mais on se sent des fois un peu seul devant certaines adversités, et le fait de pouvoir le partager, d'échanger, de communiquer avec des confrères, des consoeurs qui peuvent rencontrer les mêmes problématiques, ça, ou qui peuvent apporter des solutions, ça, c'est toujours un énorme plus. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres groupes, des clubs ou d'autres associations? Enfin, est-ce que vous faites partie d'autres structures de ce type-là? Tiens. Alors moi, je participe aussi, puisque dans mon rôle d'office manager, je suis aussi travel manager. Donc en effet, je fais partie de l'association de la FTM pour les mêmes raisons, parce que ça fait partie de mon métier. Mais en tant qu'office manager, pour les office managers, il existerait des structures, mais personnellement, je ne les ai jamais côtoyées. Olivier, de ton côté? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça structure, mais il y a des groupes d'office managers qui existent sur Facebook, des groupes assez importants aussi sur Slack, des groupes privés administrés par plusieurs office managers qui, justement, voilà, c'est des groupes qui, alors, je ne pourrais pas dire le nom, mais il y a environ une centaine, voire plus, d'office managers inscrits. Donc, voilà, mais ce n'est pas des structures officielles. C'est plus des réseaux, en fait. Ok. Bon, on pourra en reparler dans la troisième partie. Voilà, moi j'en ai repéré quelques-uns et je vous en parlerai évidemment. Merci en tout cas pour cette introduction. Est-ce que vous vous sentez seul en ce moment, cher Office Manager? C'est une des questions qu'on pourrait se poser pour notre deuxième partie, Oh My Tips, qu'on va aborder tout de suite, qui est effectivement la situation actuelle, l'exercice de votre profession dans la situation actuelle, les Office Managers dans la crise sanitaire. Alors, vous devez aborder évidemment tous les aspects, vous abordez tous les aspects de cette crise sanitaire à travers la gestion de crise, la communication qui doit aller avec, la logistique à organiser, l'organisation du travail et des locaux. Vous êtes un peu sur tous les fronts en cette période. Au milieu de tout ça, Olivier, Muriel, et puis en contrepoint, on entendra Latifa. C'est quoi vos priorités du moment, Muriel? Alors les priorités, c'est en effet d'apporter les moyens nécessaires aux collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils puissent travailler chez nous. En tout cas, ils travaillent tous en télétravail. Donc c'est l'office sans l'office, mais avec toutes les fonctionnalités et faire que les gens travaillent de façon sécurisée et dans le meilleur confort possible. Donc actuellement, c'est peut-être installer les gens, les collaborateurs de façon plus confortable au bureau, rajouter des écrans, des chaises, choses comme ça. On est passé par la période où en effet on était plus dans la recherche, on va dire, d'équipements de protection individuelle, des masques et autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans l'aspect de pas forcément d'avoir un retour au bureau tout de suite et donc de faire que les collaborateurs soient les plus efficaces possibles et le mieux installés possible. Oui. Olivier? Nous, ce serait recréer du lien. Parce qu'en fait, on est en confinement, enfin, on est en télétravail depuis mars. Et en fait, même après la fin du confinement, vu que, disons, les choses étaient un peu bancales,
On s'est dit, on reste en télétravail, on ne prend pas de risque de réintroduire pour reconfiner, etc. Donc, on est resté en télétravail. Et l'effet que ça produit, c'est qu'il y a une perte, il y a une perte d'adhérence, il y a une perte de lien. Donc, on est en train de réfléchir pour comment les collaborateurs vont de nouveau interagir, se voir, malgré les restrictions évidemment sanitaires, dans des mesures convenables. Donc, maintenant, il faut relancer la machine, maintenant qu'on l'a arrêté. Ouais. Latifa ? Nous, on essaie d'avoir un équilibre, et avant de parler d'équilibre dans les grandes entreprises, nous essayons d'essayer d'être exemplaires et surtout d'appliquer les protocoles sanitaires qui changent régulièrement et qui nous sont communiqués par le gouvernement. Donc, on essaie de les appliquer au mieux et de façon la plus précise possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on essaie d'avoir un équilibre de bien-être et puis de garder le lien avec nos collaborateurs. Donc, chez Ipsen, le siège international d'Ipsen qui se trouve à Boulogne, nous avons à la fois une présence sur le site avec du télétravail à 3 jours maximum dans l'immeuble, ce qui fait que nous avons une présence qui tourne aux alentours de 60% des effectifs le mardi, le mercredi et le jeudi. Et ça permet non seulement aux collaborateurs d'être chez eux et de travailler efficacement et de permettre de faire de la rotation pour respecter les règles sanitaires, et d'autre part d'être sur le site 2 jours par semaine minimum pour garder ce lien d'appartenance, pour se sentir faisant partie d'un groupe, d'une entreprise. Et c'est important pour nous de l'avoir. En tout cas, c'est ce que souhaite le groupe Ipsen et ses dirigeants. Oui, donc vous avez quand même des préoccupations proches, communes. On sent que ça se regroupe. J'ai oublié de dire à nos participants, d'abord, je les salue, vous êtes plusieurs dizaines avec nous. N'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir avec nous, pour poser vos questions, pour réagir, pour nous dire quelles sont vous aussi vos priorités du moment. On vous suit en live, donc n'hésitez pas, c'est l'occasion aussi de pouvoir interagir dans les échanges et dans le débat. Donc, vous avez parlé de ce retour au bureau. Qu'est-ce que vous disent les collaborateurs aujourd'hui concernant ce retour au bureau? D'abord, est-ce qu'il se fait assez facilement et est-ce qu'il y a pas un peu des appréhensions ou un peu, bon, on est un peu râleur aussi en France. Est-ce que ça râle pas autour des protocoles sanitaires? Olivier, Muriel? Alors chez nous, en fait, le groupe a décidé le 15 août de fermer toutes les filiales à travers le monde et de nous autoriser à ouvrir nos bureaux qu'une seule journée par semaine. Et encore, ne viennent au bureau que les personnes qui ont une véritable raison business critique pour se rendre au bureau. Donc, en fait, on est en télétravail à minima jusqu'à la fin de l'année. Et le retour au bureau, alors en effet, les gens je pense que les collaborateurs se sont résignés à l'idée que c'était comme ça et que c'était imposé. On sent ce que disaient Olivier et Latifa, c'est vrai que il va falloir commencer à travailler sur des notions de comment recréer du lien social à distance. Et puis surtout, on se rend compte qu'aussi on a des collaborateurs qui peuvent être en souffrance chez eux et qui réclament véritablement le fait de revenir au bureau. Donc c'est moins une appréhension puisque de toute façon on est devant le fait accompli qu'on doit tous être en télétravail, mais on ressent des collaborateurs qui, eux, par contre, souhaiteraient vivement revenir. Olivier, toi qui es happiness manager, en plus dans ton titre, comment on fait du bien-être, de la qualité de vie au travail dans cette période? C'est compliqué, non? Oui. En fait, la partie bien-être va, je pense, bouger. Pendant des années, on a construit
ce côté happiness en entreprise avec des codes, des exemples, des événements. Et tout ça, en fait, va évoluer petit à petit. Je pense que là, on va plus aller sur, comme disait Muriel, s'intéresser déjà au bien-être des collaborateurs chez eux. Donc, il va y avoir une sorte d'immersion un peu dans la vie personnelle des gens parce que du coup, ils travaillent de manière professionnelle dans leur monde personnel. Donc, c'est assez particulier. Ça va demander des petits réglages. Ça va demander aussi des nouvelles idées. Et on fait de l'happiness en prenant soin, en communiquant, et puis surtout en restant vigilant. Muriel le disait, il y a des collaborateurs qui vivent très très mal le télétravail, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans un univers serein pour travailler. Et même si on les équipe en matériel, peut-être que certains ont des problèmes familiaux ou des problèmes liés au bruit parce qu'ils vivent dans des endroits assez bruyants et qu'ils ne peuvent pas se concentrer et que justement, ils veulent qu'une chose, c'est aller au travail. Donc, être à l'écoute et rester surtout vigilant le temps que la situation, je pense, se stabilise. Et une fois qu'elle se sera stabilisée, on verra comment ça aura changé, comment la nouvelle donne sera, et à ce moment-là, il y aura, je pense, une vraie évolution de l'image du bien-être en entreprise. Tout simplement parce que les collaborateurs vont rester chez eux. Oui. Il y a Cécile qui nous dit la question de recréer du lien est primordiale et elle est preneuse d'idées. Est-ce que vous avez mis en place des actions particulières pour justement garder ce lien social d'une manière ou d'une autre dans cette situation particulière de, comme tu le disais Olivier, de télétravail voilà, oui, je ne sais pas si vous avez trouvé des petites astuces ou mis en place des petites actions. Il y a exactement comme on fait là, mais en interne, c'est-à-dire des conférences d'entreprise. Il y a des formations aussi, parce que nous avons chez nous, et comme dans toutes les entreprises, toute entreprise a ses experts qui peuvent partager des choses, qui peuvent former les autres collaborateurs à certains sujets. Donc en fait, voilà, il y a de l'interaction, il y a les collaborateurs qui se connectent, qui posent des questions, etc. Donc il y a ce genre d'événements. Et puis, il y a quand même un retour en présentiel au compte-gouttes pour respecter les capacitaires donc des collaborateurs au bureau. Et voilà, ça passe aussi par des réunions, ça passe par des petits événements d'équipe, toujours dans le respect des règles sanitaires. Voilà. Et on a d'autres idées, mais voilà, ça va mettre un peu de temps pour se caler et pour voir comment les choses évoluent. Je vois Audrey qui nous dit qu'elle organise des sessions de Pictionary. Alors j'adorerais travailler du coup avec Audrey parce que j'adorais moi le Pictionary. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc je vais aller voir ce que c'est. En plus c'est gratuit, ça a l'air pas mal. Hein. Scribble, free multiplayer drawing and guessing something. Ok, donc ça peut être sympa. Latifa, sur ce sujet du lien, là, de créer du lien. Alors le lien, il s'est fait. Alors comme nous, on a du présentiel, hein, on a beaucoup de présentiel, donc le lien, il se fait physiquement. Et puis, donc aujourd'hui, la question se pose beaucoup moins parce qu'il y a cette présence. En revanche, pendant le confinement, ce que nous avons mis en place, c'est à la fois une radio, c'est-à-dire il y avait un dirigeant, un DRH qui prenait la parole et qui expliquait, chacun expliquer un petit peu la situation et c'était très interactif, tout le monde pouvait poser des questions, que ce soit des questions RH, des questions d'organisation, des questions financières sur le groupe ou sur la France. Donc, ça s'appelait la radio Ibsen. Et puis, ce qui était aussi organisé, c'est que chaque manager pouvait organiser au sein de son équipe, bien évidemment, des réunions hebdomadaires, mais pouvait inviter un autre manager d'une autre équipe ou un patron, un vice-président qui venait prendre la parole à la fois pour rassurer les équipes et leur dire voilà ce qu'on est en train de faire et soyez rassurés de tout ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, et aussi donner de l'actualité et partager son savoir et puis sa propre activité. Voilà ce qu'on a mis en place pendant la période de confinement. Ouais, c'est aussi de la cohésion. Muriel, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu notais, Lionel, la proposition d'Audrey, qu'elle a lancé des sessions de Pictionary. Alors j'adore parce qu'en plus Pictionary c'est un jeu Mattel, donc voilà. Euh, Je et savais pas, j'ai pas osé le dire. ouais, Donc, ouais, si, Une tu belle peux. pub. Une super pub. Merci merci beaucoup, Audrey. Audrey. Et nous, étant dans le milieu du jouet, alors oui, on a le côté très corporate où en effet, on a des réunions avec tout le personnel, on se parle, on présente les choses que font les uns les autres et on suit l'activité de l'entreprise par visio, bien sûr. Mais on est en train aussi de lancer des challenges plus ludiques. Bah oui, parce qu'on est dans le jeu et dans le jouet, donc on est encore des grands enfants. Et donc l'idée du Pictionary, entre autres, on l'a faite aussi en interne, mais on est en train aussi de se mettre sur Yammer, se lancer des challenges type faire la photo insolite. Enfin, on est en train d'organiser tout un programme d'activités qui prendront pas beaucoup de temps aux collaborateurs, mais qui, de façon récurrente, les amèneront à se déconnecter un petit peu et puis à retrouver un petit peu de lien et d'amusement entre eux, en fait. Ah, ah. Sur ce sujet des événements d'ailleurs, parce que c'est Cécile qui nous dit comment organiser un événement friendly Covid. Je me posais aussi la question de comment on accueille les nouveaux collaborateurs, quoi, toujours dans cet aspect accueil, convivialité, lien social. Comment on accueille les nouveaux collaborateurs? Est-ce que vous faites des événements friendly Covid? Je sais pas qui veut démarrer, Olivier. Alors, on n'a pas encore fait d'événement. Enfin, c'est quoi un événement déjà? Est-ce que ce sera une soirée ou voilà, un team building, etc. Ça, on n'en a pas encore fait. Pour l'instant, on est resté au cadre des formations, des réunions d'équipe. Donc là, c'est assez simple, distanciation sociale, masque obligatoire, désinfection des tables, etc. Donc bon, ça, on va dire que c'est assez simple. Pour un événement, disons, plus festif, ça va être un respect des capacitaires, un port du masque hors dégustation. Bon, c'est pas forcément très convivial. Très friendly Covid. Ouais, ouais. C'est pas très convivial, mais bon, voilà, les gens sont un minimum protégés. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais pas vendre. Et comment vous accueillez les nouveaux collaborateurs, alors par exemple en ce moment? Là, on n'en a pas encore eu depuis le confinement, depuis l'arrivée du Covid, mais ça, c'est vrai que ça peut être un vrai problème. Et je rebondis juste sur quelque chose que j'ai un ami office manager qui m'a dit, voilà, il passe des entretiens en ce moment et il passe des entretiens avec un masque. Donc les entretiens d'embauche se font avec un masque. Et pour lui, c'est très compliqué parce que il est en face de la personne, il ne voit pas ses réactions. Et même lui qui est très souriant, en fait, on voit pas son sourire, on voit pas ses expressions faciales. Donc, il y a une sorte de communication non verbale qui ne se fait plus. Et pourtant, la communication verbale, c'est 3/4 de la communication. Et c'est vrai que c'est perturbant. Et pour en revenir au sujet, enfin, pour en revenir à la question, accueillir alors que tout le monde est en télétravail, oui, c'est compliqué, notamment pour la formation, pour créer l'identité pour imprégner aux collaborateurs l'identité de l'entreprise, la culture. Donc oui, ça se travaille. Il y a un gros travail d'onboarding pour les entreprises qui décident de passer en quasi total télétravail au total. Ouais. Latifa, tu avais quelque chose à rajouter? Comme vous le savez, probablement, et ceux qui ne le savent pas, nous avons une commission RH, donc on travaille avec des cabinets de recrutement et j'ai discuté avec des consultants en recrutement qui me disent que les premiers entretiens se font en visio et le dernier entretien se fait en physique. Ils ont besoin physiquement de voir les candidats. Donc, ils reçoivent les candidats, bien évidemment avec un masque, mais ce besoin de se mettre en relation physique est importante. Donc, je dirais que le virtuel ne suffit pas pour faire un recrutement, en tout cas sur des gros postes, ça c'est important. Donc, Office Manager, c'est aussi un poste important. Et alors chez Ipsen, on a beaucoup recruté pendant le confinement. Et donc dès qu'on est sorti du déconfinement, enfin quand on est sorti du confinement, donc on était en déconfinement,
Beaucoup de collaborateurs, avant de signer, ont demandé de venir visiter le site. Donc, l'environnement de travail était important pour eux avant de signer leur contrat. Et on a eu quelques visites avant même qu'on ouvre, c'est-à-dire le déconfinement était le 16 mai, nous on a ouvert le 2 juin. Et entre le 16 mai et le 2 juin, on a eu quelques petites visites que j'ai autorisées sur le site pour que les collaborateurs qui étaient en train de signer leur contrat puissent prendre, on va dire, prendre la température des locaux, même s'ils étaient vides, mais ils avaient besoin de savoir où ils allaient mettre les pieds pour le recrutement, pour leur Une petite question, tiens, de Karine, et qui boucle avec la dernière question que je voulais vous poser sur comment vous gérez finalement aujourd'hui dans cette période vos partenaires, vos prestataires. Karine nous demande comment gérez-vous la distribution des masques, fréquence, canal de demande, la désinfection quotidienne avec l'équipe de ménage, tout sujet totalement commun avec les directions de l'environnement de travail. Muriel. Alors nous, on a revu les contrats que l'on a avec nos prestataires, bien évidemment. Entre autres, pour répondre à la question sur le ménage, on a revu aussi le nombre de passages dans les locaux. Alors, les locaux étant fermés toute la semaine, on insiste sur le fait qu'avant la venue des collaborateurs sur la journée d'ouverture, le ménage soit fait à fond. Pendant cette journée-là, il y a un nouveau passage sur les points de contact et puis à nouveau le ménage fait au départ des collaborateurs. L'un dans l'autre, on arrive à peu près à garder la prestation parce qu'on veut aussi épargner nos prestataires, nos partenaires. Il y a d'autres activités qui sont plus difficiles, plus délicates, où on a su ajuster. Je vois les hôtesses d'accueil, par exemple, le poste de l'accueil ne se fait plus en présentiel, excepté donc sur cette journée d'ouverture, mais on les a équipées pour qu'elles puissent assurer toujours l'accueil au moins téléphonique à distance. Donc voilà, on s'est adapté sur chacune des prestations. Pour répondre à la question des masques, on est parti sur l'idée de distribuer 2 masques par personne par jour pour les personnes qui viennent dans les locaux. Je crois que c'est assez classique, Olivier, Latifa, je pense. Vous êtes… Alors, sur la question des masques, nous, on a mis quelque chose d'un petit peu luxueux chez Ipsen, mais en même temps, on s'occupe de la santé des patients. On a mis en place un accueil spécial pour les masques jusqu'à fin septembre. On accueillait nos collaborateurs et on leur remettait entre 2 et 4 masques par jour. Et depuis fin septembre, on a remis à chaque collaborateur l'équivalent de 2 mois de masques, à savoir 4 masques par jour, puisque c'est le CSE qui nous l'a demandé. Et donc, c'est vrai que c'est luxueux parce qu'on n'a pas besoin de 4 masques, mais on n'a pas voulu faire la différence entre ceux qui prennent les transports et ceux qui viennent en voiture ou en vélo. Et la distribution a été faite en direct pour 2 mois. Ok. Alors, on a parlé pas mal de télétravail avant de passer à notre dernière rubrique. Je voulais partager avec vous quelques éléments d'une enquête qui est faite par l'Institut Leesman. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent les indicateurs du Leesman Review. C'est un institut anglais qui a l'habitude de faire des enquêtes européennes et mondiales, vraiment de très grande envergure sur nos sujets. Donc là, ils ont lancé un indicateur sur le télétravail. Vous voyez 120 000 répondants, plus de 800 sites, 83 pays. Et c'est intéressant de voir ce qui ressort, c'est que très majoritairement, les collaborateurs estiment qu'ils travaillent mieux, que la qualité de ressenti de leur travail est meilleure en télétravail qu'au bureau. Vous voyez, il y a quand même un écart 74 contre 62, un écart important, sachant que Leesman considère qu'à partir de 70, on passe la barre de l'efficacité, d'une très bonne efficacité au travail.
Donc, vous voyez qu'en moyenne, au bureau, on n'est pas encore aux 70, alors qu'on le dépasse allègrement en télétravail. Et là où il y a le plus d'écart aussi, c'est sur le travail individuel en concentration. Ça surprendra personne, mais quand même, c'est bon de le retenir. Cette étude fait écho à ce que vous dites, à ce que je lis aussi sur le chat, certains d'entre vous. Le bémol, c'est le manque de connexion aux autres et de relations aussi informelles. C'est-à-dire, il y a le lien social, il y a la cohésion, mais il y a aussi beaucoup le rôle de l'informel qui ressort dans finalement cette période de télétravail. On s'aperçoit de quelque chose qui était un peu immatériel, on s'en rendait pas compte, mais le lien informel, tout ce qui est informel, apporte beaucoup, et vous l'avez dit d'ailleurs, ne serait-ce que pendant les entretiens d'embauche, voilà, il y a des choses qui ne se matérialisent pas forcément, mais qui sont importantes de ressentir. Il y a aussi un écart entre ceux qui ont un espace dédié chez eux pour faire du télétravail ou pas. Olivier l'a dit, les conditions du télétravail, c'est aussi extrêmement important. On est tous très différents par rapport à ça. Et on peut s'inquiéter de voir aujourd'hui des élans de vouloir un petit peu imposer la même chose pour tout le monde, voilà, en télétravail, alors qu'on allait plutôt vers une individualisation et que c'est ce qui est attendu par les salariés. Et ce qu'il faut recréer un carcan, cette fois un carcan télétravail. Il faudra peut-être laisser beaucoup plus de souplesse en fonction des situations de chacun. Et puis vous voyez les avantages du télétravail, les avantages du bureau. Bon, les conversations privées, les visioconférences, les échanges professionnels confidentiels, de manière étonnante, sont vécus mieux en télétravail qu'au bureau. Par contre, pour les bureaux, évidemment, pour ce qui est de recevoir des visiteurs ou des clients, mais aussi pour les interactions sociales informelles, vous voyez, ça revient, ce côté informel. Et puis l'apprentissage des autres, on perd aussi une partie de cet apprentissage auprès des autres. Évidemment, quand on a besoin d'utiliser des équipements ou des matériels techniques très spécialisés aussi, bien sûr, le lieu de travail est le meilleur endroit. Pour terminer, quels enseignements? On garde quelques points de vigilance sur le télétravail qui ressortent très fortement sur cette enquête. Les deux qui ressortent très fortement, c'est la chaise et le bureau. Qui ne sont pas, et oui, je vois Olivier qui fait, oui. Vous avez peut-être eu des retours là-dessus, Olivier ou Latifa, je sais pas, t'as eu des retours, Olivier, sur justement chaise bureau? J'aimerais bien qu'on m'accompagne un peu mieux ou qu'on m'équipe. Oui, parce que c'est simple, les gens se sont retrouvés à télétravailler alors que ils n'avaient pas forcément l'habitude, et en plus sur la longue durée, c'était pas 2-3 jours, là, c'était pendant 3 mois et ça continue. Donc en fait, ils sont pas équipés, ils travaillaient de leur canapé ou sur une chaise en bois classique ou une chaise de salon, et ils se sont rendus compte après quelques semaines que des douleurs au dos apparaissaient, qu'ils avaient mal au niveau des bras, au niveau des coudes, parce que leur table de cuisine est beaucoup trop haute. Donc en fait, tout ce qui est ergonomie, on n'y était pas du tout pour certains. D'autres étaient déjà équipés parce qu'ils étaient déjà habitués au télétravail, donc ils s'étaient déjà équipés en matériel adéquat. Mais pour d'autres, non. Et donc dans ce cas-là, il faut réagir assez vite, leur fournir du matériel pour les équiper chez eux, en fonction évidemment des décisions de l'entreprise de garder le télétravail en ligne directrice. Et dans ce cas-là, oui, il faut les équiper, c'est sûr. Ouais. Mélissa nous dit, certaines entreprises ont fait livrer un pack avec chaise de bureau où on permet aux collaborateurs de venir chercher la leur au bureau. Oui, j'ai entendu ça aussi pas mal, effectivement. Certaines entreprises qui ont donné la possibilité aux collaborateurs de venir chercher sa chaise de bureau. Alors ça marchait quand on était en confinement total, c'est moins facile maintenant qu'il faut se trimballer avec sa chaise dans les transports en commun, c'est pas simple. Mais probablement que on vous demandera. Il y aura sûrement des demandes sur cet équipement. Je ne sais pas si ça a déjà été fait chez toi, Latifa. Il y a eu des demandes pour équiper son propre bureau personnel. Alors, très clairement, on a exactement les mêmes problématiques. Et là, il n'y a pas de différence entre les entreprises, les PME et les grandes entreprises. C'est clairement la même problématique. On a lancé une enquête de satisfaction pendant le confinement. Tous les chiffres étaient qui frôlait les 90% sur la satisfaction en termes de management, en termes d'information, en termes de télétravail, tout était positif. Il y avait un seul point qui était négatif, c'était l'équipement.
Et donc l'équipement, ça veut dire que tout ce que vient de décrire Olivier, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, etc., c'est que les gens se sont retrouvés avec du mobilier non adapté à travailler toute la journée. Et aujourd'hui, je vois que vous, Office Managers, vous êtes beaucoup plus en avance que nous. C'est que nous, on est encore dans la réflexion. Alors, on est plutôt dans une réflexion monde que dans une réflexion uniquement France. Et on est en train de réfléchir à équiper en effet nos collaborateurs avec un kit. Alors, est-ce que ce sera un kit de location? Probablement, pour que tous nos salariés puissent, pendant 2 ou 3 jours, quand ils sont chez eux, puissent avoir à la fois du matériel, des équipements, une vérification électrique de leur compteur électrique. Enfin, ça va beaucoup plus loin et éventuellement aussi aider les gens qui n'ont pas, je dirais, un logement qui permet de faire du télétravail. Donc, ça va jusque-là. Eh oui, oui, bien sûr. On y reviendra, je pense, parce qu'on n'a pas fini d'en parler de cet accompagnement au télétravail. Donc, vous l'avez noté aussi, les points de vigilance, c'est le bien-être. Est-ce qu'on est capable aussi de déconnecter quand on télétravaille? L'isolement, la perte de lien social, pour certains, la perte d'efficacité et le détachement de la culture d'entreprise, le manque d'expérience et d'échange de bonnes pratiques. Une expérience donc du coup accrue en fait des avantages et des inconvénients de la vie au bureau, on le voit. Par exemple, on prend conscience que le travail en concentration est parfois quand même compliqué en entreprise. On prend conscience du rôle de l'informel, je l'ai déjà dit, et du lien social, et puis des équipements et des éléments du poste de travail. J'ai entendu beaucoup de gens autour de moi dire ah bah finalement dis donc on est quand même bien, on s'occupe bien de nous au bureau. Je pensais pas que c'était si important, une bonne table, une bonne chaise ergonomique. Donc ça aussi c'est une prise de conscience intéressante pour le métier. Une petite question sur est-ce que vous pensez qu'on va revenir à une situation pré-Covid? Est-ce que une fois passée cette crise sanitaire, il restera quelque chose et quoi? J'ai indiqué, vous voyez, des bouquins qui sortent, mais il n'y a pas que des bouquins, il y a des articles un peu tous les jours sur la fin du bureau, les entreprises en full remote, c'est-à-dire qui abandonnent totalement leur bureau. 65% des TPE-PME souhaitent apporter des modifications significatives à leur organisation après la crise, en intégrant forcément le télétravail. Et puis, vous voyez qu'un dirigeant sur 5 de PME veut étendre le télétravail et il projette en parallèle la réduction de la surface de ses bureaux, de ses locaux professionnels. Je sais que c'est dans certaines entreprises des pistes de réflexion très sérieuses. Olivier, un retour à la situation pré-Covid, quel est ton avis et aussi sur ces entreprises qui passent en full remote? Donc, qui abandonnent leur bureau complètement. Oui. Ça dépend des entreprises. Ça dépend des choix. Mais pour prendre le problème de manière très, très générale, on va dire qu'avant le Covid, le télétravail était globalement assez anecdotique, même s'il se mettait en place petit à petit. Et même si beaucoup d'employeurs réfléchissaient à mettre le télétravail de manière plus intense, ils n'avaient pas les moyens de le faire, parce que prendre le risque de mettre toute une société, toute une entreprise au même moment en télétravail sur une longue durée, c'était pas possible. Enfin, jamais on prendrait le risque de faire ça. Sauf que là, ils n'ont pas eu le choix. Et ils se sont rendus compte que ça marchait. Et donc là, ils se sont dit, ah bah, les gens travaillent chez eux, globalement, ils sont contents. Nous, on a moins de locaux, on a moins de frais. Bon, bah, allons-y. Et donc, du coup, il y a un total changement de mindset sur le télétravail en 3 mois. Et certains disent que le Covid nous a fait un aspect malgré tout positif de cet épisode, c'est que certains disent que le Covid nous a fait gagner 5 ans de réflexion sur le monde du travail. Moi, je pense que c'est plutôt 10 ans. Parce que je pense pas que s'il n'y avait pas eu cet épisode, je pense pas que dans 5 ans, on aurait aujourd'hui débattu de ça. Donc, pour moi, ça nous a fait gagner 10 ans. Et je pense pas qu'il va y avoir un retour classique après le Covid. Les choses sont beaucoup trop intéressantes aujourd'hui. Un travail beaucoup plus flexible. On repense totalement. Aujourd'hui, on remet à plat presque l'idée même du travail, le sens de l'entreprise. On est en train de tout refonder.
Oui, je vois Cécile qui nous dit, nous, on déménage pour prendre des locaux plus petits. Sophie, nous, on est carrément passé dans un espace de coworking. Je l'entends aussi autour de moi pour certains, comme tu l'as dit, certaines typologies d'entreprises. C'est peut-être pas valable pour tout le monde. Aux États-Unis, il y a un mouvement, il y a un mouvement surtout de PME ou de grosses PME, parfois, parce que bon, du secteur des nouvelles techno, souvent. Bon voilà. Alors qu'on récupère Muriel. Voilà, Muriel, nous t'entendons. Ah non, on l'a vu très rapidement. Bon, elle essaye de se reconnecter. Karine nous dit que pour elle, il y aura un avant, un après. Qu'il y a une transformation de l'organisation du travail qui se profile. Vous l'avez dit, Latifa, d'accord avec ça, j'imagine. Absolument, absolument. Je pense que même les patrons qui étaient très frileux en France avec le télétravail se sont remis en question après le confinement en se disant oui, c'est un vrai mode de travail et que c'est productif. Et du coup, je change mon mindset, pour reprendre l'expression d'Olivier. Je pense que ça a fait changer beaucoup de façons de voir les choses et de façons de travailler. Et travailler à distance, c'est aussi une qualité pour la performance, la productivité, pardon. Et puis, pour le collaborateur, on se rend compte que 73% des collaborateurs sont très satisfaits quelle que soit la taille de l'entreprise, satisfaits du télétravail. Après, ce qui fait la différence entre une PME et une grande entreprise, c'est que vous, PME, vous avez pris tout de suite les dispositions, puisque vous avez tout de suite décidé de mettre fin à votre bail, à passer en coworking. Vous avez été beaucoup plus rapide que nous. Nous, on est encore dans une réflexion qui va prendre encore un petit peu plus de temps, parce que les stratégies s'appuient sur des centaines de milliers de mètres carrés. C'est des stratégies immobilières qui sont pas qu'en France, mais qui sont aussi à l'international, et qui nécessitent une réflexion un petit peu plus longue pour se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit? On réduit pas nos surfaces? Et si on réduit la surface, de combien? Est-ce qu'on tient compte du télétravail ou pas? Donc, c'est une réflexion plus longue qui va être prise, si je parle d'Ipsen, elle sera prise d'ici la fin de l'année. Mais vous voyez, dans les grandes entreprises, on prend le temps de la réflexion pour éviter de revenir en arrière, parce là, on parle de centaines de millions d'euros quand on parle de l'immobilier. C'est l'avantage des PME, c'est l'agilité aussi et la réactivité, évidemment. En tout cas, merci de partager vos expériences. On va passer du coup à notre dernière partie. Merci en tout cas d'avoir commencé à débattre. On continuera, on aura d'autres sessions évidemment, mais je voulais quand même qu'on aborde notre dernière rubrique maintenant au My Job, parce que il n'y a pas que la crise sanitaire. Il y a d'autres enjeux au-delà de la crise sanitaire pour les office managers. Fait partie de ces fonctions que j'entends parfois appeler support à l'organisation, support au business, et on fait face à de nombreux défis, les mêmes finalement que les autres fonctions: digitalisation, baisse des budgets. On vient de parler du télétravail. C'est vrai qu'en face, certains se disent si ça peut me permettre d'économiser aussi du budget sur mes locations, il faut l'évaluer. Externalisation de certaines prestations, évolution des modes de travail, évidemment tout ce qui est RSE. Un des enjeux pour la profession, non des moindres évidemment, c'est celui de la reconnaissance de la valeur ajoutée de la fonction. Alors, je voulais que pendant quelques minutes, on parle de comment on peut mieux faire connaître et reconnaître cette fonction en interne, en externe. Et les actions qui pourraient être mises en œuvre, partager aussi avec Latifa le parcours qui a été celui aussi de la fonction environnement de travail, qui s'est pas toujours appelé comme ça, qui a les mêmes défis. Je voulais aussi partager avec vous quelques éléments. Je m'appuie sur la grande étude réalisée par Magic Office, et évidemment je salue Nicolas Marceau qui est parmi nous,
il peut nous faire un petit coucou sur le chat et me reprendre si je dis des bêtises aussi. Voilà, j'ai essayé de voir sur le web quelles étaient les ressources autour de cette fonction d'Office Manager. Il y a 7 études de 2018, l'Office Manager Superstar de Magic Office, qui nous apprend que la fonction majoritairement, très majoritairement exercée par des femmes, plutôt dans des petites structures, 0 à 10, 10 à 50 majoritairement, 50 à 500 ensuite, donc PME ou grosse PME, TPE, PME, grosse PME. On voit que le périmètre, il est très large, de la gestion des fournisseurs au traitement du courrier, l'achat de produits et services, l'intégration des collaborateurs, la gestion financière, l'accueil des visiteurs, la gestion des factures, les ressources humaines, la décoration des bureaux. Latifa, quand je lis ce périmètre, je me dis que la fonction Office Manager, elle est même encore plus large parfois. Elle a la même particularité que la fonction environnement de travail, c'est qu'elle est polymorphe. Selon les entreprises, elle peut bouger, et le périmètre peut aller même encore plus largement au-delà du périmètre de l'environnement de travail, immobilier, services aux collaborateurs, achats hors production. Là, on voit que on peut avoir les RH, etc. Ça peut même dans certaines occasions regrouper quasiment un poste de secrétariat général. C'est tout à fait ça. C'est un poste qui est très, très large, qui sort de ce qu'on appelle, nous, l'environnement de travail. Je crois qu'on a 27 métiers aujourd'hui. Je pense que les office managers doivent en avoir 30 ou 40. Donc, c'est des périmètres plus larges. Et c'est très bien parce que ça veut dire que c'est plus que des couteaux suisses. C'est qu'ils sont à eux-mêmes presque chefs d'entreprise au sein de leur propre entreprise. Moi, ce qui me surprend, c'est le rapport homme-femme, puisqu'on est sur une majorité d'hommes, une majorité de femmes avec très peu d'hommes, alors que c'est l'inverse chez les DET. En 2008, il y avait 73% d'hommes, alors qu'il n'y en avait que 27. Et aujourd'hui, en 2020, l'équilibre ne s'est pas encore fait. Il y a encore 60%. 60% ce sont des hommes et 40% des femmes. Donc les femmes ont pris. Il y a quand même une belle évolution. Une belle évolution au fil du temps, et les femmes sont plus présentes dans les postes de directeur de l'environnement de travail. Mais je vois que là, il y a une forte proportion de femmes dans cette fonction. Et puis après, il y a une histoire aussi d'âge. Je crois que, je ne sais pas si ça apparaît, je crois qu'il y a je dirais que c'est 30 ans à peu près de moyenne d'âge, alors que les DET, on est autour de 50 ans. Donc voilà, ce qui peut se comprendre aussi par rapport aux tailles d'entreprise. Alors Olivier, quand j'ai fait ma recherche, je vois Mélissa qui rebondit, et oui, c'est vrai. Quand j'ai fait ma recherche, d'abord j'ai vu beaucoup, super assistant, couteau suisse, etc. J'ai vu aussi des offres d'emploi ou des fiches métiers. D'ailleurs, je crois que j'en ai une après un peu plus loin. Voilà, vous avez ici une fiche métier typique de Pôle emploi sur l'Office Manager, et regardez en haut à quoi est-elle rattachée, au poste d'assistante de direction. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette filiation? Alors oui, comme dit Mélissa, que je salue bien. Oui, en fait, par exemple, pour Pôle emploi ou pour d'autres organismes, un office manager est un assistant de direction ou une assistante de direction. Sauf qu'un office manager, c'est plusieurs métiers en même temps, dont assistant de direction. Et encore une fois, en fonction de l'entreprise dans laquelle il est. Certains office managers ne font absolument pas d'assistanat de direction. Donc, c'est vraiment très fluctuant. C'est un chef d'orchestre et ça dépend vraiment de la musique qu'on lui demande de jouer. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de l'adaptabilité, de la flexibilité. Oui. Et ça va plus loin que l'assistanat de direction.
Ouais. Alors, pour revenir rapidement, vous dire aussi qu'est-ce qui m'a marqué dans l'étude, dans le rapport Office Manager Superstar, c'est ce chiffre de 88% des Office Managers interrogés qui disent que l'importance de la fonction justement est sous-estimée. Et que les principaux challenges de l'Office Manager aujourd'hui, on sent qu'il y a un sujet autour de l'augmentation, autour du salaire, voilà, négocier une augmentation, voire même changer de job. Alors ça m'a quand même surpris, Olivier, parce que je me dis on est quand même typiquement là vraiment autour d'une fonction qui est en manque de valorisation et de reconnaissance, parce que spontanément on dit moi j'aimerais mon principal challenge, négocier une augmentation, voire changer de job, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, demander une augmentation, ça les regarde, mais c'est surtout, je comprends pas changer de job, c'est-à-dire changer totalement ou changer d'entreprise, enfin, vraiment changer de travail, quoi. Ouais. Bon. Ça, peut-être que Nicolas pourra nous préciser ça, parce qu'effectivement, je suis pas allé jusque dans ce détail-là, changer de job, si c'est changer d'entreprise ou carrément de job. Non, théoriquement, c'est changer de travail, mais je rencontre beaucoup d'office managers qui la question n'était pas assez claire. D'accord. Bon, voilà. Un office manager est quand même quelqu'un c'est quand même quelqu'un qui aime son métier de manière générale. Tous les office managers que je rencontre, parfois, oui, ont des ras-le-bol, mais comme dans plein d'autres métiers. Mais globalement, ils aiment l'interaction, ils aiment organiser, ils aiment voilà, que le moteur tourne. Donc, surtout qu'ils ont une bonne image. Regarde, ils ont une bonne image auprès des collaborateurs. Moi, j'ai été surpris aussi. À quel point êtes-vous satisfait de votre office manager? C'était une bonne idée, ça, d'interroger aussi les collaborateurs. Score stalinien, entre 9 et 10 sur 10 en moyenne. Donc, c'est plutôt une bonne image, avec des attentes exprimées aussi. Les collaborateurs, ils ont des attentes auprès des office managers, notamment pour qu'ils organisent plus d'événements. Donc cette dimension quand même de community, d'animation, de happiness, etc. On la voit clairement émerger en termes d'attente auprès des collaborateurs, et donner accès à des avantages aussi. Le reste est moins évident, mais plus d'événements et donner accès à des avantages. Alors le sujet autour du salaire, on le voit ici, avec un salaire moyen d'un peu plus 36 000 euros, qui varie évidemment, heureusement, avec le niveau d'expérience, mais pas forcément, et ça c'est étonnant aussi, selon le niveau d'études initiales. Vous voyez que finalement on est assez étal selon le niveau d'études initiales. Il faudrait, je ne sais pas si Latifa, Olivier, quand vous avez vu ça, vous aviez une explication ou si ça vous a surpris. Je suis surprise. J'ai pas d'explication parce que je ne le comprends pas. Je trouve que c'est une moyenne de salaire qui est excessivement faible par rapport à ce que nous avons dans nos propres équipes en tant que DET. C'est inférieur à mes N-1, donc largement. Donc je trouve effectivement, et je comprends que l'augmentation de salaire est demandée en première étape. Je ne veux pas créer la révolution, mais je trouve que pour le périmètre qui est occupé, les responsabilités, je trouve que le salaire est très faible. C'est mon point de vue. Oui, Karen nous dit exactement ça, qui confirme les fiches de poste variées. C'est gentil de le dire comme ça, et que les salaires sont souvent inadéquats face à la liste des responsabilités et d'expériences requises. C'est vrai que je confirme. Donc, peut-être une des premières actions à faire, Latifa, Olivier, ce sera aussi peut-être de travailler à cette fiche de poste du code ROM, et son rattachement notamment et son utilisation par Pôle emploi. Je crois que vous avez essayé de faire la même chose à l'époque avec la fiche services généraux environnement de travail, Latifa. Alors la touche très positive concernant les office managers. Déjà, office manager, on sait ce que vous faites. Ce qui n'était pas notre cas quand on s'appelait responsable des services généraux ou directeur des services généraux, et même directeur de l'environnement de travail. On a évolué, mais on nous pose la question ce qu'il y a derrière. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, vous avez, c'est un terme en anglais
Et c'est important pour des termes, donc ça se comprend aussi bien en France que dans les autres pays, même s'il y a des petites nuances, et on en a parlé avec Olivier il y a quelques jours. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, vous apparaissez dans les nomenclatures de Pôle emploi. Je peux vous assurer qu'il y a 15 ans, responsable de services généraux n'apparaissait pas dans les nomenclatures de Pôle emploi. Donc, si vous alliez à Pôle emploi pour vous y inscrire, eh ben, vous mettez responsable logistique parce que ça n'existait pas. Donc, ça existe parce qu'on a fini par taper du poing sur la table. Donc, aujourd'hui, il existe responsable de services généraux, responsable de l'environnement de travail, directeur de l'environnement de travail. Mais nous sommes rattachés soit à la DRH, soit à la direction administrative et financière. Donc aujourd'hui, on est en train de se battre. Donc si Jocelyn Fouquet, qui est notre délégué général, est parmi nous, je le salue. Et nous avons eu plusieurs rendez-vous avec la direction de Pôle emploi pour justement créer ce code-ROM, direction de l'environnement de travail. C'est pas gagné, mais nous sommes déterminés et persévérants, donc nous y arriverons. Et bien évidemment, nous aurons le plaisir d'intégrer nos amis et collègues des office managers qui font le même métier que le nôtre. Oui, donc je salue le retour de Muriel. Est-ce que tu nous entends? Ça y est, je vous entends, je vous vois, et surtout je peux parler parce que tout était gelé, donc parfait, je suis avec vous. D'accord. Donc, je ne sais pas combien d'épisodes tu auras loupé. On en est aux fiches métiers et puis à la formation aussi, parce que Latifa disait au moins vous avez une fiche métier. C'est vrai qu'elle est aujourd'hui peut-être rattachée à assistanat de direction et ça peut se discuter. Il y a aussi la question des formations. Hein. Je sais que Muriel, tu y es très sensible. Oui, tout à fait. C'est important. On arrive tous de milieux complètement différents et je pense qu'il n'y a pas de formation à date d'office manager qui fait que on n'est pas, voilà, on arrive par hasard sur ce type de poste, je pense. Donc, même si chaque office manager peut avoir un périmètre totalement, enfin pas totalement différent, mais avec pas mal de disparités entre les uns et les autres, il y a quand même un fil conducteur et une base du métier qui serait bon d'avoir et de reconnaître par une formation, peut-être même par la suite par des VAE, que juste le métier soit en effet reconnu. Oui, c'est aussi un travail qui a été fait au moment justement du passage services généraux, environnement de travail. Il n'y avait pas de formation non plus forcément pour les responsables de services généraux et c'est l'ARCEG qui les a initiés il y a seulement une petite vingtaine d'années et on se bat encore pour que de facility management ou facility manager, qui est aussi un autre terme pour services généraux, on passe à environnement de travail, Latifa. Oui, tout à fait. Et puis, il faut préciser que nous avons lancé en 95 à Marne-la-Vallée donc les premiers masters, dont la promotion est sortie en 99, la première promotion. Donc, on a mis quand même 20 ans pour y arriver. Je pense que vous, Office Manager, vous allez gagner du temps parce que on va vous accompagner et vous aider pour justement pas passer 20 ans avant d'avoir une école qui forme aux office managers. Mais c'est un travail de longue haleine et aujourd'hui, on est ravis d'avoir au comité directeur de l'ARCEG deux DET qui sont promus, qui sont sortis de Marne-la-Vallée. Donc, eux ont choisi d'être DET, ce qui n'a pas été notre cas. Nous, on est arrivés, comme disait Ariel tout à l'heure, c'est qu'on est arrivés par hasard. En revanche, c'est des gens qui ont choisi de faire ce métier. Et donc, c'est important aussi que pour les prochaines générations, que vous ayez aussi des gens qui ont envie d'être office manager. Alors, vous voyez, j'ai repéré une formation. Voilà. Voilà, mais qui n'a pas tout à fait, qui cache son terme de Master Office Management en le jumelant avec le secrétariat général. C'est l'école HEAD,
et l'association ComSG qui ont créé ce master Office Manager Secrétaire Général, sachant que ComSG est une association qui regroupe essentiellement des Office Managers et des secrétaires généraux de cabinets d'avocats, donc une centaine en France, et donc ils ont créé, je pense aussi, bien sûr, cette formation peut-être spécifique autour de cette fonction au sein de cabinet d'avocats. Je suis allé voir le contenu qui est costaud. La formation n'est pas donnée, c'est une formation privée. Et donc, je vous laisserai éventuellement la découvrir. Olivier, Muriel, je ne sais pas si vous la connaissiez, si vous connaissez ce master, non? Pas du tout, non. Donc j'ai mis le lien. Vous aurez évidemment ce support qui sera aussi partagé sur les pages qui vous sont indiquées par Clémentine Breneau. Elle vous met les liens pour pouvoir retrouver et ce support et bien sûr notre replay. Je signale aussi que des office managers prennent la parole. Olivier, voilà, j'apprécie beaucoup particulièrement toutes tes petites vidéos sur ton profil LinkedIn. Tu appelles ça la série The Office Manager. Pourquoi tu as eu envie de faire cette série de vidéos? Voilà, c'est toi qui les montes? Oui, je fais tout chez moi. Voilà. Non, en fait, on est beaucoup d'office managers à créer des choses, créer du contenu. Beaucoup écrivent des articles, des blogs, etc. Et moi, ma force, c'est plus la vidéo. Je sais écrire, mais je suis un peu moins doué, donc un peu moins à l'aise, disons. Donc, du coup, je suis parti là-dessus. Mon objectif, c'est d'apporter ma contribution, de mettre le métier en lumière avec mon expérience, ce que je vis ou ce que je pense d'une certaine situation ou d'un certain thème. Voilà. Et parce qu'en fait, je reçois aussi beaucoup de questions de jeunes personnes qui veulent devenir office manager, qui savent pas trop comment, qui me posent des questions. Quelle est la différence entre un office manager, un chief happiness officer? Ils font leurs recherches, mais c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont au contact, ils vont sur LinkedIn, ils posent des questions, ils essaient d'interagir. Et donc, je me suis dit, il a l'air d'y avoir pas mal de questions. On va créer des petites vidéos sur des sujets bien précis. En étant assez large quand même pour justement aider un maximum. La prochaine vidéo, c'est pour quand? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas encore. Je le fais un peu quand j'ai le temps et tout. Je connais déjà le sujet, mais pour l'instant, voilà, ce sera sur l'agilité. Ah, voilà, ça c'est du teasing. Une qualité qu'on demande de plus en plus à un office manager, mais j'ai l'impression que ce mot est utilisé à tort à travers sorti de son contexte. On va essayer d'expliquer un peu ce qu'est l'agilité, en tout cas pour un office manager, de manière un peu plus précise. Ça marche. Et vous pourrez aussi retrouver une interview d'Inès Boulouz de Made.com qui a été fait que vous retrouvez sur le site d'Info Bureau Mag. Voilà. Eh bien, écoutez, on a dépassé un tout petit peu. On a eu quelques petits problèmes techniques. Tout ça, c'est la joie du webinar et de la conf à distance. J'espère qu'on se verra rapidement. En tout cas, je vous remercie tous participants et vous aussi, Muriel, Latifa, Olivier, de votre participation et de votre investissement dans la préparation de ce premier webinar de lancement du Club Office Manager. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Lionel. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Lionel. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.